Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'histoire des arts et de vous donner quelques clés pour vous orienter dans les méandres de ce qui parfois semble incompréhensible. J'ai un exemple, la statue de Venée qui fait face à la mer à Nice. C'est une colossale et monumentale statue triangulaire qui est faite avec des barres rouillées qui se rejoignent vers le haut. Et lorsque le public passe en face de ça, il se retrouve parfois consterné et ne comprend pas pourquoi ceci serait de l'art. La question qui est posée ici, finalement, c'est est-ce que l'art doit-il toujours être beau? Depuis très longtemps, l'art s'est éloigné du beau, et donc l'art est devenu pour certains incompréhensible. Dans la tête des gens, lorsqu'on dit qu'une chose est belle, ça veut dire, par exemple pour un dessin, ce dessin est fait dans un traitement photographique et qui ressemble à la réalité. Donc il y a eu tout un déroulement d'un processus d'histoire avec différents artistes de différents milieux qui ont fait que l'on en est aujourd'hui là où l'on en est. Au départ, l'art a été créé en même temps que l'humanité. Les premiers hommes faisaient déjà des œuvres d'art. Par exemple, ils prenaient leurs mains, ils mettaient du pigment de couleur et dans leur bouche qu'ils mâchaient avec leur salive et ils crachaient comme ça sur leurs mains. Ça faisait l'empreinte des mains qui aurait été plus claire par rapport à l'arrière des grottes. Ils représentaient aussi les bisons qu'ils allaient chasser. C'était soit pour être accompagnés par les premiers dieux, pour faire une offrande du gibier qu'ils allaient avoir aux dieux, pour avoir ainsi de quoi se vêtir, la peau, de quoi se nourrir, et etc., de quoi faire des armes, par exemple, avec les os. Donc au départ, l'art était quelque chose qui représentait le réel, qui faisait une demande vers l'au-delà, vers Dieu, pour l'aider. Donc c'était quelque chose de mystique et de religieux. Et donc au départ, l'art doit être ressemblant au modèle, le plus ressemblant possible, religieux, et avoir une fonction d'aide dans la vie de tous les jours. Lorsque l'on se souvient d'une période, la première chose que l'on va avoir à l'esprit, ce sont des images artistiques. Lorsqu'une civilisation disparaît, je pense par exemple aux Mayas, aux Égyptiens anciens, ou aux Grecs antiques, lorsqu'une civilisation disparaît et qu'on y pense, on va penser, la première chose qui va venir à l'esprit, par exemple faites l'expérience, si je vous dis Égypte, qu'est-ce qui vient de votre tête? C'est les pyramides. Donc, lorsqu'une civilisation disparaît, ce qui reste d'elle, c'est l'art. Donc ça répond déjà à ceux qui disent que l'art ne sert à rien. L'art, c'est ce qui reste lorsque tout est parti. Donc il y a eu un processus comme ça, où l'art, au départ, a été... la photographie n'existait pas encore, mais l'art a été photographique. Et c'est ce qui fait que des gens qui n'étaient pas de naissance noble se sont retrouvés dans la cour des rois. Je pense par exemple à Léonard de Vinci ou à d'autres artistes, parce que l'artiste, par son travail de ressemblance avec le réel, avait un côté mystique, magique, magicien. Il était capable de prendre votre visage et l'enfermer dans un rectangle, que ce soit une feuille de papier ou une toile, et donc pour ceux qui ne savaient pas peindre ou dessiner, c'était vraiment un acte de magie, un acte chamanique. D'accord ? Le chamanisme, c'est ce qui permet de soigner les êtres, aussi bien l'âme que le corps. Il y a un côté un petit peu magique. Par magie, j'entends incompréhensible pour le commun des mortels, pour ceux qui ne pratiquent pas, pour ceux qui ne sont pas initiés. Donc, je vais brasser l'histoire de l'art à grands coups de rame. On va passer de la nuit des temps, de la préhistoire à l'art contemporain, très très rapidement, donc ça va être un petit peu caricatural forcément, mais ça va vous permettre d'avoir quelques clés pour vous orienter. Donc on est passé par l'Antiquité, et à la Renaissance italienne,
On a même mis au point le nombre d'or et la règle d'or qui va permettre, par la composition, c'est-à-dire ce qui est en dessous des œuvres d'art, de placer les motifs de manière harmonieuse. Donc il y a un désir de plaire, il y a un désir d'aller vers quelque chose de naturel. Le nombre d'or, c'est ce qui est censé être le point de mire de l'harmonie, ce que l'on retrouve, par exemple, qui va expliquer pourquoi on a un écart d'un œil entre nos deux yeux, etc., etc. Donc c'est quelque chose que l'on retrouve dans les coquillages et sans doute partout, qui est discuté, qui est discutable. En tout cas, il y a une volonté qui s'accomplit dans la Renaissance, à la fois d'être photographique, de représenter le réel d'une manière la plus ressemblante possible, mais on va peut-être même aller au-delà du réel, c'est-à-dire de gommer les défauts. On ne va pas représenter un bouton, on ne va pas représenter une saleté. Et donc, on va aussi mettre en valeur le réel, arriver à quelque chose d'encore plus pur que la réalité. Donc, il y a là un dépassement par le beau de la nature. C'est ce qui fait que les rois ont besoin des artistes pour représenter sur une pièce de monnaie son visage. On a besoin de quelqu'un pour en faire un modèle, pour le sculpter et pour ensuite taper la pièce. Les premières œuvres d'art qui sont faites au niveau des portraits, c'est la famille royale, des gens du clergé, des gens que c'est pas le commun des mortels. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo et moi, si on aurait été à cette époque, on n'aurait pas eu notre portrait. L'art est d'emblée quelque chose de haut, destiné à Dieu, destiné au roi, destiné au clergé, destiné à l'élite. Dès le départ, l'art est pour l'élite. Mais ce qui permet un formidable tremplin, c'est le savoir-faire de l'artiste. Lorsqu'il y en a un qui se passionne parmi le peuple pour la peinture et pour le dessin et qui développe des dons par son travail, eh bien, il peut se retrouver comme ça à la cour du roi. Il peut être repéré. En ajoutant du maniérisme au maniérisme, on arrive à un épuisement. Et en même temps, il va y avoir une nouvelle découverte qui va être technique et scientifique et qui va bouleverser l'histoire des arts. C'est au XVIIIe siècle que ça se passe, et c'est l'appareil photographique. C'est l'essor de l'industrialisation, et l'appareil photo va pouvoir permettre en un clic de faire mieux que ce que les peintres ont acquis comme savoir-faire durant des millénaires. Un simple clic, on a une représentation du réel beaucoup plus conforme à la réalité que le meilleur peintre ne pourra faire. Alors au départ, ça va influencer l'histoire des arts d'une manière naturelle, c'est-à-dire que les premières photos ne représentent pas ni de mouvement, puisque le temps d'obturation est très long, donc ce qui bouge disparaît. Donc au départ, ce sont juste des paysages qui sont figés. Il va falloir attendre très longtemps pour avoir les premiers portraits, et c'est pour ça qu'on voit dans les films où on leur demande de tenir la pose pendant un certain temps. Et donc les premières photos sont bien entendu en noir et blanc, ce qui va faire que les peintres, ils vont se prendre une décharge émotionnelle puissante qui va les remettre totalement en question et qui va leur dire, moi, qu'est-ce que je peux faire? Jusqu'à présent, j'ai essayé de représenter le réel de la manière la plus parfaite possible. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, la photographie n'est pas encore à même de saisir les nuances de couleurs. C'est ce qui va faire que les impressionnistes vont se diriger par la fragmentation du trait et de la touche vers des toiles qui vont essayer de capter la lumière et surtout la couleur. La révolution va venir de la poésie. Un adepte de la photographie, qui a été photographié par Nadar notamment, Charles Baudelaire, va bouleverser le réel, c'est-à-dire l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller chercher la beauté dans le sombre, dans le mal, dans le négatif, ce qui n'avait jamais été le cas. Il y a
un précepte grec que l'on appelle kalos kagatos, qui est donc de la philosophie, et qui veut dire ce qui est beau est bien, et ce qui est bien est vrai. C'est une égalité de toutes les valeurs positives. Baudelaire va faire une espèce de chiasme entre le bien et le mal, et il va dire comme ça, on va pouvoir aller chercher dans la douleur, dans la beauté, de la beauté dans la douleur. On va aller pouvoir chercher de la beauté dans le satanisme, dans la mélancolie, etc., etc. Un autre poète maudit, Arthur Rimbaud, va lui aller encore plus loin que Charles Baudelaire, et à l'âge de 17 ans écrire ses plus beaux poèmes, ce qui va en faire un mythe, et il va dire, dans Une saison en enfer, un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Donc il va encore suivre cette idée de poète maudit qui va dire que le bien se trouve également, non pas le bien, la beauté se trouve également dans les choses négatives. C'est ce que va faire aussi Picasso. Picasso en 1907, il est fou de rage du succès de Matisse, il le jalouse, et Matisse a fait Luxe, calme et volupté. Dans Luxe, calme et volupté, Matisse montre un paradis idyllique, édénique, et il repart vers le kalos kagatos. Matisse, lui, a toujours voulu garder à l'intérieur de lui tout le négatif et ne proposer au monde que le positif, que le rayonnement de la beauté, donc repartir à une idée antique de la beauté. Le moderne, contre l'ancien, c'est Picasso. Picasso, il s'enferme dans son atelier en 1907 et il n'en ressortira que lorsqu'il aura quelque chose de fracassant à montrer. Ce sont les Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon que l'on pourrait traduire par les prostituées d'Avignon. Ça n'a rien à voir avec Avignon, c'est la rue d'Avignon à Barcelone et qui est une rue des prostituées. Il va dire, moi, en fait, les madones, les nus antiques, je n'en ai rien à faire. Moi, à l'âge de 20 ans, je me sens brûlé par le désir. Et ce que je veux, c'est le désir, le désir de sensualité, le désir de sexualité. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose qui est fort et qui va me bouleverser. Et il veut transmettre ça à travers l'art. Et il va le faire dans une manière extrêmement provocatrice, c'est-à-dire avec des formats serrés, en s'inspirant de l'art africain et en essayant de présenter une image comme vue à travers un miroir brisé. Donc 7 ans de malheur, avec tout le négatif que cela évoque. Il y a quelqu'un qui va être cubiste comme Picasso au départ, c'est Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp ne va pas avoir tellement de succès, il voudrait bien être Picasso, mais il n'est pas Picasso, la place est déjà prise. Et là, lui aussi, grand joueur d'échecs devant l'éternel, il va mettre au point une stratégie pour bouleverser l'histoire des arts et pour reprendre le flambeau, avoir l'ego le plus encensé et être celui qui va marquer l'histoire. Il faut savoir que les artistes ont souvent un ego démesuré et qu'ils veulent faire partie des grands hommes. L'histoire des arts, c'est comme l'histoire, il y a eu Napoléon, il y a eu Charlemagne, et bien dans l'histoire des arts, il y a leurs équivalents avec Monet, Picasso, Matisse, et Duchamp, il veut absolument en faire partie. Donc lui, il va jouer la carte de la provocation, et il va analyser un petit peu les choses, et il va se dire, en fait, c'est quoi une œuvre d'art? Une œuvre d'art, c'est un support, c'est quelque chose qui est représenté, et finalement, il va se dire, mais Picasso, lui, il ne crée pas la toile, il ne crée pas le pinceau, il ne crée pas sa main. Et puis les choses qu'il applique, c'est que du savoir-faire. Donc finalement, il n'invente rien. Ben, je vais faire pareil. Je vais prendre quelque chose d'industriel, et puis je vais juste le prendre et le signer. Donc il présente en 1913 un porte-bouteille, et il appelle ça un ready-made, ce qui est déjà fait. Autant dire que personne ne se soucie de ce ready-made et passe complètement inaperçu dans l'histoire des arts.
Alors elle va jouer un petit peu la carte de la provocation et présenter le fameux urinoir qu'il va appeler Fontaine pour que ça passe mieux et qu'il va assigner d'un pseudo Hermut. Donc là, on est en 1917. Le porte-bouteille, c'était en 1913. Donc 1917, c'est 10 ans après Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et donc là, l'histoire de l'art est complètement bouleversée et on va rentrer dans ce que l'on appelle l'ère du conceptuel. L'ère du conceptuel qui sévit jusqu'à aujourd'hui, et notamment dans l'histoire de l'art de l'école de Nice qui est célèbre avec Ben, César, Armand, et qui est en fait un melting pot de plusieurs individualités séparées et qui comporte 3 grands groupes d'artistes, c'est-à-dire Fluxus, Support Surface et le Nouveau Réalisme. Donc ils se sont plus ou moins reconnus comme les héritiers de Marcel Duchamp. Il y a un retour depuis à peu près, moi je le situe autour de 2012, c'est-à-dire 2012-2013, c'est-à-dire exactement 100 ans après le premier ready-made. C'est comme si le conceptuel était épuisé. Il y a un retour du dessin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où moi j'étais aux Beaux-Arts, il était très mal vu d'être un dessinateur, d'être un peintre, d'être un auteur de bande dessinée. Et on était dans les années 1990. C'est-à-dire que le travail de Numa Sadoul avait déjà été fait, qui avait montré que Hergé était un artiste, et que, même un grand artiste, et que les autres auteurs de bande dessinée étaient de grands artistes. Mais le temps que que ce soit digéré par les écoles de beaux-arts n'était pas encore arrivé. Donc moi j'ai connu vraiment la période où c'était vraiment très très suspect d'être un artiste figuratif. On disait bah, tu fais comme les grands-mères qui travaillent le dimanche, ou comme ceux qui prennent des cours du soir, tu vas nous faire quoi, des petits bouquets, des natures mortes, quelque chose de vieillot et dépassé. Non, il faut faire du conceptuel. Donc ça c'était encore dans les années 90, mais ça s'est cassé la figure. Alors il y a encore ceux qui continuent à suivre ce mouvement, qui sont aujourd'hui des maniéristes du conceptuel, mais il y a un fort retour du dessin. Le dessin qui avait été donc avec Duchamp, et ceux qui ont pris possession du marché de l'art, car il est surtout question d'un marché et de galeries, et de mettre en avant des artistes et pas d'autres, et d'interdire le marché de l'art à certains, en les cantonnant dans des expositions de quartier, en les cantonnant sous l'étiquette d'artistes régionales, artistes qui ne comptent pas, artistes qui ne vont pas marquer l'histoire des arts. Alors à l'époque où Hergé crée Tintin, en 1929, à l'époque il prend le pseudonyme Hergé parce que lui, il veut garder son nom de famille pour être peut-être plus tard un artiste, un vrai. C'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas conscience de faire de l'art. C'est nous, à la suite de Numa Sadoul, à la suite de réflexions de Benoît Peters, de Philippe Gaudin, qui avec le recul diront à Hergé, non, ce que tu as fait dès le départ, c'est de l'art. Et c'est l'art du dessin et du narratif qui vient s'y ajouter. Toujours est-il que les 2 plus grands artistes pour moi de bande dessinée, Moebius et Hergé, lorsqu'ils décident de se présenter comme artistes, ils font tout autre chose que de la bande dessinée. Ils font des choses qui sont des toiles, qui sont sous influence, influencées, qui vont aller du côté de l'abstraction, mais ils sont loin d'imaginer que leur travail de bande dessinée est l'art qui va nourrir l'art du XXIe siècle. Aujourd'hui, dans les galeries d'art d'extrême contemporain, on voit de l'art inspiré par tout ce qui a été rejeté pendant 100 ans, c'est-à-dire ceux qui ont voulu faire du dessin et qui n'ont pas pu s'exprimer dans le monde officiel de l'art contemporain, et qui ont été cantonnés à faire des arts appliqués, des petits métiers comme la publicité, la mode, le design, les divers designs, l'architecture, le paysagisme, l'urbanisme ou la bande dessinée. C'est Andy Warhol qui est le premier, avec son groupe le Pop Art, a compris la force de la bande dessinée, qui a essayé le premier de le transposer dans l'art.
et avec beaucoup de gens qui ont dénié ce côté pop art, c'est-à-dire l'art populaire, l'art qui n'est pas coupé du peuple comme le serait l'art élitiste des conceptuels. Mais toujours est-il qu'en se coupant de la beauté et en se coupant d'une certaine représentation du réel, l'artiste s'est aussi coupé du public. Et c'est ce qui fait que les gens disent « ça, l'art, moi, j'y comprends rien, de toute façon, c'est trop intellectuel pour moi, et je préfère aller lire des mangas ou des bandes dessinées, mais c'est pas de l'art. » Et si, c'est de l'art. Et c'est pas le 9e art, c'est de l'art, c'est l'art du dessin. Ça fait partie du premier art, de l'art du dessin. Et enfin ça, c'est une idée, une évidence pour moi que j'essaierai de transmettre ici. Voilà. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'on ne reprend pas dans les galeries d'art contemporain le dessin là où on l'avait laissé, mais on le reprend après que le travail de sous-marin qui a été fait par tous les rejetés de l'art qui ont voulu continuer à dessiner pendant 100 ans, ont exploré tout le domaine des arts graphiques, de la bande dessinée, donc de toute la liste que je viens de faire, du design, et même du cinéma, du manga et tout ça. Parallèlement à ça, dans la bande dessinée, aujourd'hui on voit s'interpénétrer tous les mouvements, le manga, donc la bande dessinée japonaise, le comics, la bande dessinée américaine, et la bande dessinée franco-belge et européenne. On voit aujourd'hui des influences, des inter-influences dans tous les arts, et donc je suis vraiment pas d'accord de cloisonner les arts et de les numéroter, 1, 2, 3. Il y a l'art, et il y a l'art qui va pouvoir exprimer quelque chose de l'ordre du chamanisme, lorsque cela a été, comme cela a été le cas depuis la naissance de l'art, lorsque les premiers hommes ont décidé de faire des œuvres d'art pour demander aux dieux de les aider, pour trouver leur position sur Terre. Et il y a un artiste qui disait, dont j'ai oublié le nom, qu'un artiste, je pense que c'est peut-être Philippe Jean, il doit t'aider à traverser la rue. Et l'art doit t'aider à traverser la rue. L'art doit t'aider à vivre. L'art, par la beauté, doit... Alors la beauté, c'est sûr qu'on ne va pas revenir sur Baudelaire. Il n'y a pas que la beauté des choses bien... il y a une beauté qui est complexe, qui est à maîtriser. Il y a une beauté même dans ceux qui ont essayé de détruire la beauté. Je pense à Picasso, je pense à Baudelaire, je pense à Rimbaud. Bien entendu, ils font encore de la beauté, ils font une nouvelle forme de beauté. Et donc cette forme de beauté-là, il ne faut pas la lâcher pour autre chose. Et c'est à chacun de s'approprier l'art.